Nous démarrer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Nancy Acquignon, chargée de communication pour France Université Numérique. Bienvenue dans ce webinaire dédié au MOOC Les métiers du numérique pour inventer le monde de demain. Nous avons aujourd'hui en tant qu'intervenants deux intervenants que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Hugo, je suis chef de projet chez France Université Numérique. Bonjour, je suis Robin Vivian, je suis enseignant-chercheur en informatique à l'Université de Lorraine à Metz. Bonjour à tous, je suis Alexandrine Furer, je suis chef de projet et ingénieur pédagogique pour le MOOC sur les métiers du numérique à l'Université de Lorraine. Et enfin, bonjour à tous, je suis Théo, Community Manager et chargé de communication chez France Université Numérique. Et aujourd'hui, je vais modérer le chat principalement. Alors, comme Théo vient de vous le dire, il y a l'existence d'un chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Les modérateurs se chargeront de les relayer à l'oral. Le webinaire durera 50 minutes. Il sera enregistré dans son intégralité, donc pas de souci si vous avez des bugs de connexion ou si vous ne pouvez pas suivre du début à la fin. À la fin de ce webinaire, vous recevrez un mail avec le PDF à télécharger et le webinaire, le replay du webinaire. Je vais donner la parole aux intervenants. Bien, merci Nancy. Donc, c'est moi qui suis chargé de vous présenter un tout petit peu ce cours FunMOOC sur les métiers du numérique. Alors, quand je me suis présenté, je vous ai dit que j'étais enseignant-chercheur en informatique. Donc, je suis dans une composante qui s'appelle l'UFR MIM. MIM veut dire mathématiques, informatique, mécanique. Et je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle Perseus, qui est un laboratoire multidisciplinaire autour de l'interaction. Voilà. Alors, j'interviens en première année, entre autres, sur l'apprentissage de l'informatique. Et tous les ans, j'ai quelques étudiants qui me demandent finalement en quoi consiste l'informatique et le numérique de manière générale. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à répondre. En tout cas, je n'ai pas une définition très claire de ce qu'est le numérique et l'informatique. Alors, je leur pose une question et je dis en fonction de ce que vous allez répondre, vous allez comprendre quelle est la problématique autour de l'informatique et du numérique. Ma question, c'est la suivante. Demain matin, 6 heures, panne de tous les systèmes numériques, imaginez votre journée. Et puis je leur explique que la première chose qu'ils ne vont pas faire, c'est se réveiller, tout simplement parce que je pense que comme beaucoup d'entre vous, votre téléphone portable reste branché toute la nuit, allumé toute la nuit, et vous sert de réveil matin. Donc, première bonne nouvelle, vous n'allez pas vous lever à 6 heures du matin pour aller en cours. Deuxième chose, ce qui sera peut-être un peu plus embêtant, c'est que vous n'arriverez pas à faire fonctionner tous les appareils qui sont dans votre maison. Je pense par exemple aux cafetières, tout simplement, parce que même dans une cafetière, vous avez un tout petit peu d'électronique, un tout petit peu d'informatique et quelque part un tout petit peu de numérique. Bon, c'est pas très grave de toute façon, parce que troisième problème, c'est que vous n'aurez pas d'électricité. Aujourd'hui, la distribution de l'électricité est complètement pilotée par informatique, donc il y a peu de chances que vous ayez de la lumière chez vous. Vous n'aurez pas de chauffage non plus, parce que c'est la même chose pour toutes les sources d'énergie. Je pense notamment au gaz. Donc, vous ne pourrez strictement rien faire. Pas grave, vous allez dire, je vais quand même me rendre à mon lycée ou éventuellement à mon travail. Oubliez aussi, tout simplement parce que les bus ne passeront pas. Aujourd'hui, toutes les logistiques de déplacement des transports en commun sont pilotées par de l'informatique. Le bus lui-même ne fonctionnera pas non plus. Votre voiture, qui est certainement récente, est bourrée d'électronique, elle ne démarrera pas. Donc vous oubliez, vous ne vous déplacerez pas sur votre lieu de travail de toute façon. Toujours un peu plus embêtant, peut-être, vous ne pourrez pas accéder à la totalité de vos réseaux sociaux. Les serveurs qui hébergent l'ensemble de ces applications ne fonctionneront plus. De toute façon, votre ordinateur ne fonctionnera pas, votre téléphone ne fonctionne plus, et vous ne pourrez plus communiquer de manière numérique. Bien évidemment, tout ce que vous pouviez faire avec votre ordinateur, vous oubliez aussi. L'ordinateur ne fonctionnera pas, de toute façon, les applications ne fonctionneront plus. Il n'y aura plus d'électricité, donc impossible pour vous de communiquer et de travailler à distance.
Et puis, troisième petite chose, ça va être aussi compliqué de vous faire à manger. Donc, je vous ai dit, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus de gaz, à moins que vous ayez une cheminée pour faire cuire peut-être quelques marrons en ce moment, mais sinon, vous n'arriverez plus à manger. Ça, c'est pour vous expliquer finalement que aujourd'hui, l'informatique et le numérique pilotent la totalité de ce que vous faites du matin jusqu'au soir. Que ce soit dans vos loisirs, que ce soit dans vos déplacements, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos divertissements numériques, que ce soit dans vos transports. Il est impossible aujourd'hui de se passer du numérique. Alors, dans le numérique, il y a deux choses. On parle souvent d'informatique. Est-ce que l'informatique et le numérique, c'est la même chose? Alors, personnellement, je fais une certaine distinction entre les deux domaines. L'informatique, c'est globalement, pour faire simple, on va dire, tous les métiers qui sont autour de l'IT. IT, ça veut dire information, technologie, les technologies de l'information. Ça consiste, dans un premier temps, à écrire un certain nombre de programmes. Alors, que ce soit pour votre ordinateur, que ce soit pour Internet, pour les serveurs, que ce soit pour votre smartphone, pour les tablettes, il y a des gens qui développent, qui écrivent des programmes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est savoir gérer un ordinateur et puis gérer des ordinateurs un tout petit peu particuliers que l'on appelle des serveurs. Votre ordinateur, vous en avez à la maison, vous savez comment ça fonctionne. Une fois que vous êtes connecté, une fois que vous avez rentré votre mot de passe, vous accédez à la totalité de vos applications, que ce soit des applications ludiques de jeu ou que ce soit des applications de travail comme Word par exemple. Un serveur, c'est une machine un tout petit peu particulière qui héberge l'ensemble des données. En général, si vous avez entendu parler du cloud, ce sont des machines sur lesquelles vous pouvez déposer tout un ensemble d'informations, des photos, de la musique, et qu'on peut consulter à peu près avec n'importe quel terminal. Un informaticien va aussi créer des réseaux. Alors, on va les créer de manière physique, c'est-à-dire qu'on va brancher, certaines personnes vont brancher du câble, mais on va le créer aussi de manière logique, en permettant la circulation de l'information sur le réseau. Quand vous envoyez un mail ou quand vous consultez une vidéo, quand vous téléchargez de la musique, vous allez bien la chercher quelque part et elle arrive jusqu'à votre ordinateur. Tout ça, c'est la partie réseau. Ensuite, peut-être un sujet qui est extrêmement sensible, vous avez peut-être entendu parler de piratage informatique, c'est la problématique d'assurer la sécurité des données. Comment je fais en sorte que les données personnelles que j'ai sur mon ordinateur ne soient pas piratées par l'ensemble des personnes, des internautes, et plus spécialement des hackers. Et puis une dernière étape, un dernier point sur l'informatique, ce serait finalement d'inventer des nouveaux objets. On va travailler sur des robots, on va travailler sur de nouveaux téléphones, on va travailler sur de nouveaux ordinateurs, on va travailler sur des tablettes, sur des montres, sur tout ce que l'on peut imaginer aujourd'hui comme étant connectable à l'Internet. Si je prends la définition du numérique, alors vous voyez, j'ai fait un tout petit schéma où je mets l'informatique en rouge au milieu. Le numérique, c'est un peu plus que de l'informatique. C'est tous les métiers, pour moi, tous les métiers qui vont utiliser l'informatique pour des personnes et par des personnes qui ne sont pas obligatoirement des spécialistes du développement, de l'écriture d'algorithmes ou de l'écriture de programmes, mais qui savent très bien manipuler certains outils. Je pense par exemple à des outils comme Photoshop ou des outils qui vous permettent de créer de la musique, de créer des films, de vous enregistrer, d'être sur des réseaux sociaux comme TikTok par exemple. Donc pour moi, ce sont deux choses extrêmement différentes. D'un côté, vous avez besoin de certaines connaissances techniques pour pouvoir développer des nouvelles applications. Et de l'autre côté, vous avez besoin je ne vais pas dire d'un côté plus artistique, c'est peut-être exagéré, mais vous avez besoin d'un certain nombre de connaissances sur l'utilisation d'outils et pas obligatoirement sur la fabrication de ces outils. Alors pourquoi ? Si, encore une fois, on regarde l'utilisation du numérique dans les sociétés, alors je commence par la petite image qui est en haut à gauche, vous reconnaissez peut-être une imprimante 3D, il y a plein d'outils, il y a plein de logiciels qui vous aident à faire des créations, à utiliser ces nouvelles imprimantes qui vous permettent d'imprimer en 3 dimensions des objets.
Alors là, vous avez un petit exemple d'une petite imprimante qui peut être utilisée dans une boutique quelconque, mais il faut imaginer aussi que des imprimantes 3D, avec des imprimantes 3D, on arrive à imprimer des maisons entières. C'est-à-dire qu'il y a un ordinateur qui va piloter le déplacement d'un outil qui va, par exemple, remplir de ciment des espaces qui vont créer tout doucement les murs de la maison. En dessous de cette première image, vous avez quelque chose qui est plutôt graphique. Là, on va retrouver tout ce qui va être création artistique. Par exemple, vous pouvez faire des dessins assistés par ordinateur, vous pouvez faire des jeux vidéo assistés par ordinateur, vous pouvez faire des films assistés par ordinateur. Donc là, on est sur un monde qui est complètement créatif. Et je ne suis pas persuadé que toutes les personnes qui font du développement de films en 3D connaissent toute la problématique qui est derrière l'affichage, par exemple, de ces images-là. La montre, ici, elle est symbolisée pour tout simplement vous expliquer qu'aujourd'hui, vous avez tous les systèmes numériques qui vous permettent de vous contrôler, qui vous permettent de vous suivre en permanence. Hein. Ça fait, bien évidemment, c'est une interface avec votre téléphone qui va vous permettre de répondre à des appels, mais ça permet aussi de compter le nombre de pas que vous allez faire tous les jours. Ça permet de vous orienter dans les villes quand vous êtes un tout petit peu perdu. Et donc, tous ces systèmes-là, y compris des systèmes qui sont des systèmes, par exemple, de sécurité, de surveillance de personnes, par exemple, de personnes âgées, aujourd'hui sont développés et, bien évidemment, fonctionnent avec du numérique. En bas, je vous ai mis peut-être le chirurgien ou le médecin de demain, hein, qui va travailler à travers des robots, qui va vous opérer avec des robots, qui va se servir de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour, par exemple, analyser des résultats de radio, d'IRM, de scanner. Et donc, le secteur de la santé est un gros secteur consommateur de numérique et d'informatique. Alors, juste au-dessus, là, la petite personne qui tient son téléphone, là, c'est encore peut-être plus étonnant, mais aujourd'hui, par exemple, les agriculteurs utilisent de plus en plus le numérique. Alors, soit pour surveiller les champs, pour optimiser, par exemple, l'arrosage de leur culture, pour contrôler leurs animaux, délivrer automatiquement, par exemple, de la nourriture au bon moment, en bonne quantité. Tout ça, c'est piloté par ordinateur. En haut à droite, vous avez un petit exemple de l'utilisation du numérique pour les trucages dans le cinéma. Aujourd'hui, quasiment tous les films sont retouchés et utilisent des techniques de stop motion ou de choses comme ça qui vous permettent d'avoir des films de plus en plus intéressants à regarder. Et puis en bas, alors ça, c'est des choses un peu plus nouvelles. C'est l'utilisation de l'informatique dans la logistique, comment optimiser le déplacement des camions, des trains, des avions dans le monde pour optimiser du carburant, pour éviter les accidents. Ce sont tous les développements autour des voitures autonomes. Vous avez peut-être entendu parler des voitures autonomes, c'est des voitures qui devraient se conduire toutes seules dans les années à venir. Et puis là, vous avez un petit exemple de Samsung qui a eu l'idée de mettre sur ses camions un grand écran qui projette ce qui est vu devant le camion. Alors, moi, je m'intéresse au monde de l'ergonomie en informatique. Alors, si vous voulez définir l'ergonomie, on pourrait dire de manière très, très générale, c'est adapter le monde des objets et du travail de manière générale à l'être humain. Comment faire en sorte que l'être humain travaille mieux. Si on essaie de donner une définition de l'ergonomie en numérique, c'est comment adapter les ordinateurs, les interfaces et puis tout ce qui gravite autour du numérique pour que l'être humain l'utilise beaucoup mieux. Alors, il y a 4 grandes catégories. On va travailler sur ce qu'on appelle l'accessibilité. C'est comment rendre les systèmes accessibles à tous, au plus grand nombre. Comment faire en sorte que les personnes comprennent un peu mieux le fonctionnement de la technologie. Deuxième domaine sur lequel on travaille en ergonomie, c'est la praticité. Comment on peut utiliser le numérique pour faciliter la tâche à l'utilisateur. Comment rendre les machines et les programmes plus simples. Ensuite, on travaille sur d'autres domaines qui sont par exemple le côté émotionnel du numérique. On va essayer de faire en sorte que les interfaces ou les interactions, votre façon d'interagir avec un ordinateur, soit le plus agréable possible, vous apporte le plus de plaisir possible.
Et enfin, le dernier domaine, c'est le côté persuasif. Comment le numérique peut vous encourager à travailler, comment le numérique peut vous aider à prendre éventuellement les bonnes décisions. Alors, je prends deux petits exemples, voilà, qui vous expliquent ce que l'on fait en ergonomie numérique. C'est extrêmement important de savoir comment les gens regardent, analysent une page web ou une page d'un livre. Et pour ça, on va essayer avec des outils qu'on appelle des eye trackers, sont des outils qui regardent vos yeux et savent exactement où vous regardez quand on affiche de l'information sur un écran. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une heatmap, une carte de chaleur. Quand c'est vert, vous regardez un tout petit peu et vite, et quand c'est jaune ou orange, vous regardez beaucoup plus longtemps. Donc ça nous permet, par exemple, de développer correctement une page web, savoir où mettre la bonne information, savoir comment les gens se comportent, quelles sont les informations qu'ils vont lire en premier. Et ça, encore une fois, ça vous permet d'adapter les informations aux méthodes de lecture de l'être humain. Alors, pour les enfants et les adultes, ce sont deux choses complètement différentes, donc on adapte tout ça. Voilà. On fait aujourd'hui ce qu'on appelle du UX design. UX, c'est pour utilisateur. Donc, on ne développe plus de manière générale, on va développer de manière spécifique pour les utilisateurs. Si je prends un deuxième exemple que vous maîtrisez certainement un petit peu plus, c'est votre smartphone. On se pose des questions sur savoir comment on doit organiser l'information sur un smartphone. Où mettre les icônes? Quelle est la bonne taille d'icône? Quelles sont les bonnes couleurs? Faire en sorte que l'utilisation du téléphone soit quelque chose d'extrêmement intuitif et que les actions ne soient pas compliquées à réaliser. Ça peut être du choix de couleurs, ça peut être du choix de contraste, ça peut être du choix de police de caractère, mais ça peut être des choses un peu plus compliquées auxquelles on ne pense pas obligatoirement, c'est comment éviter, là vous avez un petit exemple sur l'écran de gauche, comment éviter que l'ouverture d'un menu, par exemple, vienne cacher un ensemble d'informations qui vous seraient utiles pour réaliser une tâche. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui sera présenté dans le MOOC sur les métiers du futur. Donc si je reprends, il me reste deux petits transparents, si je reprends le MOOC, les métiers du numérique, vous allez trouver tout un ensemble de domaines que l'on aborde, qui sont peut-être les métiers les plus intéressants aujourd'hui autour du numérique et de l'informatique. Donc tout ce qui va être conception et design utilisateur, tout ce qui va être autour de la gestion de la donnée, tout ce qui va être autour du développement de logiciels, tout ce qui va être autour de l'intelligence artificielle. Et puis comme ça, vous allez pouvoir explorer tout un ensemble de domaines pour vous faire une idée de tous les métiers que l'on est capable de faire avec l'informatique et avec le numérique. Pour ça, vous allez vous appuyer sur des vidéos qui vous présentent des témoignages d'enseignants, d'industriels, d'étudiants qui vous expliquent ce qu'ils font dans des domaines complètement différents. Personnellement, je me suis occupé de la partie, encore une fois, interface. Et sur cette partie interface, vous allez voir des gens qui développent des jeux vidéo, vous allez voir des gens qui développent des nouvelles interfaces, et puis vous allez voir aussi des témoignages de psychologues qui vont vous expliquer comment leur métier est important pour comprendre l'être humain et comprendre comment on doit développer ces systèmes informatiques. Je rappelle qu'aujourd'hui, les métiers de l'informatique, c'est un des rares métiers où l'emploi est pratiquement assuré. Il y a une très forte demande dans tous les secteurs de l'industrie, dans l'économie, dans l'informatique de loisirs, dans le divertissement. Je rappelle la médecine, mais c'est voilà. Je veux dire, les informaticiens qui aujourd'hui ne veulent pas travailler, c'est vraiment des gens qui font ce choix-là. Donc c'est un métier qui est extrêmement passionnant, c'est un métier qui est extrêmement différent, et chaque personne pourrait trouver dans ces différentes catégories de métiers le petit domaine qui va les intéresser. Voilà. Je termine par trois petits exemples de ce que peut être la recherche en informatique aujourd'hui. Alors tout en haut, vous avez
un hall d'hôtel. Alors ça se passe, c'est au Japon de mémoire, dans un parc d'attractions. C'est un hôtel un petit peu étrange où vous n'avez aucun être humain, sauf les visiteurs bien évidemment. Toutes les personnes qui vont gérer la clientèle, ce sont des robots. Alors là, à l'accueil, vous voyez, ils ont mis 2 petits robots de tyrannosaures qui vous accueillent, qui vous parlent, qui vont répondre à vos questions. Et puis, quand vous allez vous déplacer dans votre chambre, il y a un petit chariot automatique qui arrive sur lequel vous déposez vos bagages et qui vous amène dans votre chambre. Au milieu, vous avez des domaines de recherche que l'on appelle des interactions sur le corps humain, des body interface ou interface body. Il y a des gens qui travaillent sur le fait que l'on puisse utiliser directement le corps humain pour, par exemple, composer un numéro de téléphone, pour répondre à son téléphone, pour avoir des informations sur l'endroit où vous vous trouvez, sur l'endroit où vous devez aller. Donc tout ça, ça fonctionne. Et puis tout en bas, vous avez ce qu'on appelle des objets tangibles. Alors un objet tangible, c'est un objet qui représente une information, et on va pouvoir l'utiliser, par exemple, ici, pour construire des figures mathématiques. Voilà. Une idée reçue, c'est que l'informatique, c'est surtout pas réservé aux hommes. Au contraire, la présence de personnes féminines à l'intérieur des promotions est, de mon point de vue, extrêmement intéressante parce qu'elles apportent d'autres idées, elles apportent d'autres sensibilités, et c'est un métier extrêmement intéressant. Il ne faut pas voir l'informatique comme étant simplement l'espace réservé à des gamers qui sont du matin jusqu'au soir sur leur machine. C'est pas ça du tout. Et les connaissances nécessaires pour faire de l'informatique, ce sont les mêmes que pour faire des mathématiques. Il y a plein de filles qui font des mathématiques, il y a beaucoup moins de filles qui font de l'informatique, et je ne sais pas pourquoi. Mais vous êtes les bienvenus, et j'espère qu'il y aura de plus en plus, encore une fois, de jeunes filles dans nos filières informatiques. Voilà. Alors j'avais une vingtaine de minutes, donc je suis arrivé au bout. Si vous avez besoin, on va pouvoir répondre globalement à vos questions. Alors, merci pour votre présentation. Donc on a quelques questions. Donc, on a, Gabin qui demande: «Est-ce que dans ce MOOC, vous allez parler des différents parcours d'études?» Alors, enfin, Alexandrine peut peut-être répondre aussi, mais je crois qu'on présente les différentes filières et les différentes façons de faire de l'informatique. Oui, effectivement, dans le MOOC, vous trouverez une ressource qui s'appelle Numérique et orientation, où en fait, c'est un peu catégorisé sur est-ce que je veux faire un bac+3, un bac+5, des études courtes, des études longues. Et en fonction de ce que vous répondez, en fait, ça va vous proposer des types de diplômes. Par exemple, si je dis bac+2, ben, on va avoir le BTS. Et ensuite, expliquer ce que c'est un BTS et dans le domaine du numérique, quelles sont les études, quels sont les BTS qui existent dans le domaine du numérique et qu'est-ce que je peux faire après avec un BTS. Et si vous regardez donc les vidéos du MOOC, pour chaque vidéo, il y a un lien vers la fiche de l'ONICEP qui présente le métier, et donc du coup, dans la fiche de l'ONICEP, il y a aussi des informations concernant les études. Ça peut venir en complément de forums d'orientation, de visites sur des journées portes ouvertes, par exemple, dans les établissements, bien évidemment. Alors, il y a une question qui dit: où se trouve ce MOOC? Alexandrine, tu peux peut-être répondre? Hein? Se trouve sur la plateforme Fun. Voilà, Fun, hein, tout simplement, oui. Je vais remettre l'URL directement dans le chat. Ah, bah merci Hugo. Ouais, j'épingle l'URL tout de suite. Là, il y a Hugo qui vient de le mettre. Du coup, on a une autre question de Erwan. Après un bac pro, quels sont les métiers qui sont disponibles dans l'informatique et le numérique? Alors, je ne sais pas si je raisonnerais comme ça. Je me dirais, j'ai un bac pro, mais il y a un domaine de l'informatique qui m'intéresse, et je vais essayer de voir comment je peux trouver des formations autour de mon centre d'intérêt. Un bac pro gestion administration. Voilà. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Mais même dans la partie gestion, économie, il y a alors j'ai au moins les connaissances de certains BTS qui font de l'informatique orientée gestion. Alors, c'est peut-être pas ce que cette personne souhaite faire, je ne sais pas, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'université, et notamment sur les premières années de licence, on a des parcours qui sont des parcours adaptés. C'est ce qu'on appelle chez nous les 8C. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnes dont le profil, au départ, n'est pas obligatoirement le profil scientifique que l'on recherche, mais que l'on va quand même accepter dans nos filières, s'ils acceptent justement de faire un parcours un tout petit peu différent. Pour faire simple, les personnes qui sont sur ces parcours 8C font leur première année en 2 ans. Ouais. Parfois 2 années et demie, parfois une seule année et demie. Mais voilà, on a des profils privilégiés. Hein, ce sont des gens qui ont plutôt des formations scientifiques au départ. Mais même pour des personnes qui sont motivées et qui n'ont pas obligatoirement les bases que l'on attend, on arrive à adapter des parcours. Alors, c'est peut-être pas partout possible, hein. Par exemple, dans les IUT, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas, à l'université, on a ce type de possibilité de passerelle et d'adaptation des contenus en fonction du profil des étudiants qui arrivent. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Il y a une question d'Alexandra qui dit « Bonjour, j'ai entendu dire qu'en sortant de bac général, il était difficile d'intégrer un BTS dans le numérique. Est-ce vrai ?» Moi, j'en suis pas persuadé. Alors, je vous avouerai aussi que je ne gère pas beaucoup de BTS. Si vous me parlez IUT, licence ou école d'ingénieur, j'arriverai peut-être plus facilement à vous répondre. Mais de mémoire, les BTS qui sont proposés dans certains lycées sont souvent des BTS qui sont des poursuites logiques de certains baccalauréats. Alors, il faudrait voir quel type de BTS cette personne souhaite rejoindre, et puis voir si ce BTS est préparé, je ne sais pas, dans un de ces lycées de sa région, par exemple. Peut-être se renseigner auprès du lycée. Et parfois, c'est pas non plus ridicule d'aller faire une terminale dans un lycée proposant un BTS qui vous intéresse, par exemple. Mais là, je ne saurais pas répondre de manière affirmative. Mais en général, un bac général, il porte bien son nom et les portes normalement des BTS leur sont ouverts. Alors, on a Frédéric qui demande, après un BTS en système numérique, option informatique et réseau, quelles sont les poursuites d'études possibles? Alors, comme ça, moi, j'en vois, je vais dire, deux et demi, qui sont toujours globalement, bien évidemment, dépendantes des notes que vous avez pu obtenir sur votre BTS. Normalement, le BTS est un examen terminal qui est censé vous amener sur le marché du travail. Ça, c'était sa vocation première. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'étudiants qui souhaitent éventuellement continuer leurs études derrière. Donc, vous avez, allez, on va dire 3 possibilités. On va aller de la plus simple peut-être à la plus compliquée. La plus simple, c'est de réintégrer, par exemple, une 3e année d'IUT. Ça s'appelle aujourd'hui un BUT. Avant, ça s'appelait, les IUT étaient en 2 ans. Et vous aviez un diplôme universitaire de technologie, un DUT. Et ça s'est transformé en 3 ans depuis, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et vous avez donc maintenant un BUT, un bachelor universitaire de technologie. Donc, vous avez théoriquement la possibilité de rentrer sur cette 3e année. Alors, je ne vous cacherai pas que si vous êtes dans la 2e moitié de votre promotion de BTS, ça va être un petit peu compliqué. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de demandes, y compris des 2 premières années d'IUT. Et les gens qui arrivent à l'extérieur, ce sont toujours des cas un petit peu particuliers. C'est obligatoirement sur dossier. Vous avez des dossiers à déposer. Et en fonction de votre dossier, on va vous dire oui ou non, votre candidature n'est pas retenue.
Ensuite, vous avez la possibilité de réintégrer une licence. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut accepter éventuellement de perdre une année. C'est-à-dire que vous n'arriverez jamais avec un BTS rentrer sur une 3e année de licence informatique. C'est pas que votre niveau n'est pas obligatoirement bon, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas l'ensemble des bases qui ont été vues par les étudiants qui ont fait une 1re année de licence et une 2e année de licence. Que ce soit en informatique, par exemple, ou un petit peu en mathématiques. Donc, on vous propose parfois, c'est de dire, OK, vous êtes un bon étudiant de BTS, mais on va vous demander de redémarrer chez nous au niveau de la 2e année et non pas de la 3e année. Et puis, vous avez une approche qui est un petit peu identique. Si jamais vous essayez d'intégrer une école d'ingénieur, là, c'est quand même un peu plus compliqué avec un BTS. Ça vous est même, je crois, impossible avec un Bac+2. Il faut au moins avoir un Bac+3 à confirmer. Mais il y a aussi des possibilités, c'est d'intégrer certaines écoles d'ingénieurs spécialisées dans le domaine que vous avez vu dans votre BTS. Voilà les 3 grandes possibilités offertes à des étudiants qui sortent avec un BTS. Merci. On a une question d'Ismaïl. Quels sont les sujets proposés pour thèse et doctorat en technologie? Techno, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire technologie. Les thèses de doctorat, donc, qui vont de Bac+, donc une fois que vous avez Bac+5, vous repartez sur au moins, en général 3 années pour avoir un Bac+8 et avoir un doctorat. Le doctorat, c'est un grade universitaire. Donc vous êtes docteur. Maintenant, la discipline dans laquelle vous obtenez votre doctorat, elle peut être multiple. Alors, on connaît tous, bien évidemment, les docteurs en médecine, mais on a des docteurs en mathématiques, en informatique, en histoire, en lettres, en anglais, tous les domaines de l'université peuvent vous amener à un doctorat. Donc, doctorat en technologie, je ne sais pas ce que c'est. Parce que la techno, on va la retrouver en mécanique, on va la retrouver en informatique industrielle, en mécatronique, en physique, en chimie, je ne sais pas, on peut retrouver de la techno partout. Donc, soit la personne est capable de préciser quel type de technologie, soit je l'invite à se renseigner un petit peu plus tard sur les différents domaines qui pourraient éventuellement satisfaire à sa demande. Mais techno, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on a Gabin qui demande: est-ce que vous connaissez bien le BUT MMI et est-ce qu'il existe des alternatives semblables au BUT MMI dans le cas où je n'obtiens pas de place sur Parcoursup? Merci. Alors, MMI, l'acronyme, ça correspond à quoi? Métier du multimédia et de l'Internet. Alors, je le connais comment? Est-ce que je sais quels sont les types de cours que l'on a à l'intérieur ou est-ce que je connais les débouchés éventuels ou les possibilités de poursuite Globalement, d'études? dit Gabin. Globalement, le DUT MMI. Le BUT. Alors, comme ça, je dirais globalement qu'il est très orienté, il serait très orienté, je vais mettre un conditionnel quand même, autour du multimédia. Multimédia, Internet, c'est-à-dire, pour faire simple, création d'applications dédiées web, peut-être compréhension, gestion d'un réseau, mais je ne connais pas spécialement cette spécialité. Alors après, alors si je fais le parallèle avec des formations que moi je connais, il y a tout un ensemble d'informations autour, je vais prendre quelque chose qui peut vous intéresser, autour du jeu vidéo par exemple, qui ne sont pas obligatoirement faites dans des filières informatiques. Qui sont je pense par exemple aux filières du multimédia et de la gestion du multimédia, qui sont faites dans des composantes plutôt orientées sciences humaines. C'est le cas par exemple à Metz, mais ça va être le cas aussi à Nancy. La filière jeux vidéo, où on apprend les bases du gaming, où on apprend les bases de la ludification, où on va apprendre les premiers développements 3D pour faire ce jeu. Bizarrement, ce n'est pas en informatique que l'on fait ça, c'est dans les filières sciences humaines et sociales, et plus spécialement dans ces filières sciences humaines et sociales,
dans les départements d'Infocom, d'information et communication. Donc il faut pas hésiter à… Sur ce qu'a dit Gabin. Pardon, excusez-moi. Oui. Non, je disais, il ne faut pas hésiter à regarder ailleurs que sur des espaces très, très spécifiques où vous allez taper par exemple le mot informatique. Si vous tapez le mot informatique uniquement, vous allez peut-être passer à côté de formations autour de l'information et communication qui pourraient vous intéresser. Du coup, juste pour Gabin très rapidement, moi et Nancy ici présents, on a fait un DUT MMI, enfin DUT, donc ce qui était le DUT. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé dans l'idée et en gros, c'est très, très polyvalent. Du plus polyvalent jusqu'à la spécialisation, je pense, en 3e année maintenant, mais avant, c'était en 2e année. Et ça va du développement web à la communication, en passant à du graphisme, purement graphisme, etc. Voilà. Enfin, donc, il y a une fibre un peu artistique quand même qui est… Oui, ouais, clairement. En fait, on peut se spécialiser, avant c'était en 2e année, on peut se spécialiser dans 3 filières. Il y a motion design, enfin là où j'étais en tout cas, le motion design, la vidéo, le développement et la communication. Moi, j'ai fait la communication en l'occurrence. D'accord. Merci d'avoir complété mes connaissances. Pas de problème. Alors, je sais pas, je vois une question là. Infocom pour les jeux vidéo, est-ce que ça marche? Ça me paraîtrait pas une mauvaise idée. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple repérer une université dans votre région qui travaille plus spécifiquement sur les jeux vidéo, et puis ne pas hésiter à aller les voir lors de journées portes ouvertes, par exemple, ou lors de forums, et puis leur poser la question. Voilà mon profil, voilà ce que j'ai fait, voilà les cours que j'ai eus. Est-ce que ça vous paraît cohérent si je postule sur votre licence ou master autour de la conception de jeux vidéo? Alors, on a une question de Enzo. Ah, pardon, je vais pas… Pardon. Du coup, une question de Enzo. Après un bac général, est-ce plus intéressant de faire un but GE2I? Donc, le but GE2I, c'est génie électrique et informatique industrielle. Oui. Puis une école d'ingénieur ou une prépa scientifique, puis une école d'ingénieur? Alors, il y a deux barrières. Que vous fassiez un IUT ou une prépa, alors à moins que ce soit une prépa intégrée, mais généralement, il y a un concours d'entrée sur l'école d'ingénieur. Après le bac, vous faites une prépa, 2 ans, et après 2 ans, vous vous inscrivez à un certain nombre de concours et vous tentez des concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs, avec la problématique du concours. C'est un concours, on va prendre un certain nombre de personnes. Si on en prend 100 et que vous êtes la 101e, vous risquez de ne pas pouvoir intégrer l'école. De l'autre côté, si vous passez par un IUT, obligatoirement votre admission dans une école d'ingénieur, elle se fera sur dossier. C'est-à-dire que vous allez déposer un dossier où on va reprendre la totalité de vos notes sur les 2 années ou les 3 années maintenant avec le but, et puis on va vous dire votre profil oui ou votre profil non. Alors il faut savoir que le nombre de places qui sont réservées par des filières, je vais mettre ça entre guillemets un petit peu exotiques, la voie principale pour entrer dans une école d'ingénieur, c'est pas la voie de l'IUT, c'est certainement la voie de la prépa et du concours. Donc quand vous passez par des formations un petit peu différentes, un, vous n'avez pas des pleins droits d'accès, première chose, et deux, le nombre de places qui sont réservées à des personnes qui viennent par exemple de l'IUT aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs sont extrêmement limitées. Après, vous pouvez très bien passer par une licence, c'est une autre possibilité, une licence, réussir correctement votre licence et ensuite réintégrer une école d'ingénieur. Et je pense que si vous arrivez avec on va dire un bon classement dans votre licence qui par rapport à l'IUT, qui continue à faire des enseignements théoriques en plus des enseignements pratiques, vous avez peut-être, je dis bien peut-être, un peu plus de chances de pouvoir réintégrer cette école. Après, il faut que l'adéquation entre votre IUT et l'école d'ingénieur que vous cherchez
soit la plus importante possible. Hein. Voilà. Si vous commencez à faire de la mécatronique et de l'informatique industrielle et ensuite vous voulez aller sur une école qui est plus orientée, par exemple, sécurité des réseaux, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Il faut que la coloration principale de votre formation soit cohérente entre l'IUT et votre école d'ingénieur. Du coup, on a Ismaël qui a précisé sa question de tout à l'heure. Quels sont les sujets proposés pour thèse en doctorat en technologie et de l'informatique, précisément, du coup? Il y a autant de sujets différents que de domaines en informatique. Ça peut être... alors, pour faire simple, en général, votre dernière année de master, elle va vous servir à coloriser un tout petit peu votre informatique. C'est-à-dire que sur les 3 années de licence, vous faites, on va dire, de l'informatique générale, qui vont vous permettre d'aborder tous les domaines de l'informatique. En tout cas, pas tous, mais en tout cas, un grand nombre, les principaux. Et ensuite, sur la première année de master et surtout sur la deuxième année de master, vous allez vous spécialiser. Par exemple, sur Metz, sur Nancy, ça va être à peu près la même chose. On a à peu près 5 masters 2 différents, et Nancy, ils doivent en avoir 6 ou 7 peut-être, il faudrait regarder ça. Par exemple, sur Metz, donc j'ai parlé de ceux de Metz, on a informatique IHM, interface homme-machine, on a analyse de données, on a génie informatique, etc., etc. Donc, l'idée de votre Master 1 et Master 2, c'est de découvrir ces différents domaines-là. Une fois que vous êtes spécialisé dans un domaine, ben vous allez postuler auprès d'un laboratoire pour dire, voilà, je suis intéressé par une thèse, j'aimerais travailler, par exemple, en analyse de données ou en intelligence artificielle. Pour faire simple, tiens, je veux dire, vous voulez travailler en intelligence artificielle, et dans l'intelligence artificielle, il y a peut-être encore un sous-domaine qui vous intéresse plus, par exemple, l'apprentissage automatique. Donc, après, c'est de la négociation avec le directeur de laboratoire qui va vous dire oui, on peut prendre quelqu'un en thèse qui aura peut-être un financement à vous proposer, ou peut-être vous arriverez avec un financement d'entreprise. Ça arrive aussi. Hein, il y a des étudiants qui démarchent des entreprises pour leur dire voilà, est-ce que vous voulez financer ma thèse? Et une fois que vous êtes d'accord sur le sujet avec votre directeur de thèse, ben, vous entamez 3 ans de recherche. Donc, pour répondre à la question, il y a autant de domaines pour passer une thèse en informatique qu'il existe de domaines d'informatique. Donc, on peut en trouver voilà, sur la conception de jeux vidéo, sur l'optimisation du calcul des images de synthèse, sur l'analyse de données, sur la gestion des réseaux informatiques, sur la protection des données informatiques. Voilà. Il n'y a pas de restriction, en tout cas dans les domaines. Après, il faut trouver le bon laboratoire qui vous acceptera sur le sujet. Donc, je ne sais pas si ça répond plus ou moins à la question, mais... On peut prendre une dernière question. Quelles sont les écoles d'ingénieurs adaptées pour travailler dans les métiers de la data? Alors, de mémoire, mais ce serait certainement à préciser, je ne connais pas obligatoirement d'école d'ingénieurs où l'intitulé c'est gestion de données ou data analyse pour être exact. Par contre, je suis quasiment persuadé que les 3/4 des écoles d'ingénieurs qui proposent des formations informatiques ont quelque part dans les spécialités que vous pourriez développer dans ces écoles-là une partie analyse de données, gestion de la donnée, et puis globalement tout ce que l'on peut imaginer autour de la data, hein, sur la gestion, le stockage, l'analyse, le filtrage, la sécurisation. Tout ça, ça doit exister. Mais là, je suis incapable de vous répondre. Alexandrie, peut-être? Oui, moi, je connais l'exemple de l'école des mines, voilà, donc qui est une école d'ingénieur informatique qui a un cursus de data engineer. Donc, c'est un cursus vraiment spécialisé dans les données. Ouais. Mais comme le disait Robin, je pense que dans toute école informatique, il doit y avoir un cursus un peu spécialisé dans ce domaine-là. Donc, à vérifier sur les spécialités des écoles d'ingénieurs, et pas uniquement sur le titre. Ne vous fiez pas au titre.
Quand on voit école des mines, on n'imagine peut-être pas derrière qu'il y a des formations en informatique derrière. Alors je sais pas. Ouais, on va finir, je pense que Peut-être une toute dernière question pour toute finaliser. dernière question, ouais. On a, plusieurs j'ai vu cette question repasser, donc y a-t-il des options à privilégier au lycée, notamment en bac général, pour, poursuivre dans des études, d'informatique? Alors, hors baccalauréat, NSI et compagnie? Là, on est sur un bac Oui, général, hein? c'est un bac général, ouais. D'accord. Moi, je prendrais toutes les options scientifiques, à savoir, je crois, mathématiques. Et je crois qu'il doit y avoir peut-être des options info. Il faudrait que je revise mon baccalauréat, mais ce sont des études scientifiques, donc les maths sont quelque part un point de passage obligé quand même si l'objectif, c'est pas de faire des études de maths derrière. Mais il y a une formation à l'esprit avec les mathématiques qui s'adapte bien à l'informatique et au mode de raisonnement de l'informatique. Donc, à minima, les maths, et puis si c'est possible, s'il y a des options info au niveau de votre lycée, je les prendrai. On va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à Robin Vivian d'avoir présenté, pour sa présentation. Je sais que vous avez beaucoup de questions. N'hésitez pas à vous inscrire au MOOC. Vous allez recevoir un mail avec le lien vers le MOOC. À l'intérieur de ce MOOC, vous avez un forum dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions et échanger avec les professeurs. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Vous allez aussi recevoir la présentation de Monsieur Vivian, le replay du webinaire et puis un ensemble de ressources qui vous permettront de mieux comprendre ce que sont les MOOC d'orientation. Et voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Merci aux intervenants. Très bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.